France Première. Car pour l'heure, c'est notre séquence transition aujourd'hui avec Catherine Piette. Bonjour. Bonjour. Vous avez répondu à notre appel. Vous avez bien fait. Merci. Vous êtes aujourd'hui plus particulièrement coach en cuisine santé. Vous avez travaillé avant cela dans l'audiovisuel. Ça ressemblait à quoi votre vie avant ? Ma vie avant, c'était une vie d'employé, donc cadre à la fin. J'ai fait beaucoup de métiers et j'étais une maman pressée qui courait pas mal et puis qui se demandait si il y avait encore du sens dans ce qu'elle faisait. Donc moi, à la fin de mes 23 années comme employée, je n'avais plus tellement je ne trouvais plus tellement de sens à ce que je faisais. Voilà, pour moi, c'était important. Et vos enfants, j'imagine que comme tous les enfants, en tout cas les miens, la première question qu'ils vous posent quand ils vous retrouvent en fin de journée, qu'est-ce qu'on mange ? Voilà, qu'est-ce qu'on mange, c'est très important. Il n'y a pas que les enfants, il y a aussi le compagnon ou même soi-même quand on est un brin gourmande. Et donc, moi j'étais comme toutes les mamans, toujours en train de courir après des idées, même si j'aimais cuisiner, il fallait que je réfléchisse à des choses qui ne prennent pas trop de temps et puis avoir des idées aussi. Voilà. Qui ne prennent pas la tête. Et c'est souvent la question qui revient, qu'est-ce que je vais leur faire à manger ce soir ? Et vous fréquentiez aussi des blogs, des groupes de travail, vous alliez voir régulièrement sur Internet, et vous vous êtes aperçu que c'était une question finalement très générale, la bonne alimentation, variée, simple, qui répond aux injonctions d'aujourd'hui, mais qui en même temps ne nous prend effectivement ni trop de temps, ni trop d'énergie, et ne nous prenne pas la tête non plus, que ça reste un plaisir. Et du coup, ça a éveillé des idées en vous, et vous vous êtes dit, il y a un truc à faire. Oui, il y a un truc à faire et au départ, j'ai pas pensé tout de suite à ce que je fais actuellement. Oui. J'ai vraiment fait une double transition. Je me suis dit, il manque un endroit où moi j'aimerais aller manger le midi. Quelque chose où on mange comme chez sa grand-mère, des vrais plats avec plein de légumes du jardin, quelque chose de simple et de bon. Et donc, pour commencer, je me suis lancée dans l'aventure de la petite restauration, une petite cantine qui était surtout basée sur des produits locaux et de saison. Bien sûr, c'était bio à presque 100%. Bien sûr, il y avait une attention particulière aussi sur la quantité des protéines, sur les protéines végétales, etc. Mais voilà, j'ai commencé par me dire, ok, ce que je ne trouve pas pour moi, je vais le proposer aux autres. Et vous avez effectivement ouvert cette cantine. Comment ça a été perçu par votre clientèle ? Est-ce que c'était en recherche de ce genre de choses ? Oui, ça a été un engouement immédiat. C'était quand même il y a 9 ans, donc c'était le début. Il n'y avait pas encore tellement de restaurants comme ça à Bruxelles. Il y avait les restaurants dits végétariens, mais à part ça, c'était assez nouveau. Maintenant, on a ouvert la voie à beaucoup d'autres établissements comme ça. Mais voilà. Et alors, il y a eu un engouement du public terrible. On a prévenu juste nos amis, puisque j'étais associée avec une autre femme pour ouvrir ce trop bon, parce que ça s'appelait comme ça. C'est bien dire que notre premier argument, c'était que c'était bon. Le reste devait venir de soi, mais d'abord, ça doit être bon. Et puis, ça a tout de suite très, très, très bien marché. Ça, c'est vrai. Vous avez poursuivi l'aventure pendant quelques temps. Oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'était peut-être une certaine lassitude, parce que finalement, je me rendais compte que moi, je commençais à avoir envie de transmettre. Ça n'était pas possible de sortir de la cuisine. On ne gagnait pas assez pour pouvoir engager quelqu'un. Et en même temps, je ne pouvais toucher que mes 40 à 60 personnes sur la journée. Donc, c'est vrai, un certain nombre sur la semaine, mais il y avait des habitués qui revenaient. Et donc, il y avait un petit peu cette frustration de ne pas pouvoir toucher plus de monde. Sinon, il fallait que je fasse une chaîne. Et moi, je n'avais pas envie d'être patronne de chaîne.
Donc, je me suis dit, je vais travailler autrement et je vais faire de la transmission. Mhm. Voilà. Et vous m'avez écrit dans votre mail une phrase qui m'a tout de suite beaucoup marquée. Il y a 23 milliards de recettes sur Google et pourtant, beaucoup de femmes de ma communauté intéressées par une bonne alimentation n'ont jamais d'idées pour cuisiner. Donc, c'est incompréhensible. Parce que des idées, il y en a partout. Dans tous les magazines, les livres, parce que je parle d'Internet, mais combien de livres de cuisine paraissent chaque année? C'est hallucinant. Mais ça vient d'où, d'après vous? Ça vient qu'on aime manger, qu'on est de plus en plus obsédé par la nourriture et obsédé par la bonne nourriture. Donc, on devient un petit peu orthorexique, c'est-à-dire que on a de plus en plus cette conscience que l'alimentation est importante, l'alimentation est un pilier de la santé, de la prévention, etc. Et on a besoin de guides. Alors du coup, ces guides se traduisent sous forme de livres de recettes, mais ce qu'on n'apprend pas, ce qu'il n'y a pas de livre pour apprendre, c'est comment est-ce que dans ma semaine, je m'organise. D'abord, comment est-ce que je baisse un petit peu le niveau, non pas de la charge mentale, parce que ça, on peut y venir après, mais comment est-ce qu'on baisse le niveau de stress par rapport à la nourriture. Parce que la nourriture est devenue stressante. C'est quand même incroyable. C'est l'inverse de ce que ça devrait être. La nourriture, c'est une source de plaisir pour se sentir bien. Et là, ça devient une source de stress et on se dit, mon Dieu, est-ce que j'ai bien fait de donner ça à mes enfants? Est-ce que j'ai fait bien de manger ça? Est-ce que c'est pas mauvais de manger ça tous les jours? Enfin bon, alors d'abord baisser le niveau de stress par rapport à ça et se dire, si on cuisine soi-même des vrais produits dont on connaît l'origine, qui n'ont pas déjà été transformés, rien que ça, sans parler de produits bio, eh bien, il y a de grandes chances que je fasse 10 000 fois mieux que si j'achète des produits tout faits. Donc, c'est très simple. Finalement, il faut cuisiner. Mais alors, comment ? Comment ne pas perdre... C'est pas perdre son temps. Cuisiner, c'est pas perdre son temps. Non, parce que souvent, même pour la plupart des gens que je connais, en tout cas, c'est un moment où ils arrivent enfin à se retrouver un petit peu seuls et à pouvoir faire baisser un peu la pression. Pour ces personnes heureuses qui arrivent à se déstresser en touchant la matière, c'est super. Oui. Et puis, il y en a d'autres pour qui il y a tellement d'angoisse qu'elles n'ont même pas cette détente. Et donc, ça va être, au contraire, un moment d'angoisse en plus le soir en rentrant. Il y a les devoirs des enfants, il y a l'ordre à mettre, et puis, il y a le repas. Et donc, vraiment déstressé. Et comment, finalement, en cuisinant une fois, avec un petit peu plus de préparatifs, on va manger 3 fois. Sans stress et de manière délicieuse. D'accord, on va réchauffer ? On va réchauffer. Et ça n'est pas mauvais de réchauffer. Non, c'est même meilleur en général. En général, quand on fait des plats qui mijotent, les saveurs sont plus intenses au réchauffage. Il y a moyen de réchauffer à la vapeur, il y a moyen de réchauffer facilement. Et finalement, quand on cuisine un bon repas qu'on mange, et puis qu'on a de la matière pour manger 2 autres fois, mécaniquement, on va gagner du temps, gagner du plaisir, surtout, parce que, on aura 3 bons repas. Et quelque part, ce que vous nous dites aussi, c'est qu'on doit sortir de ce diktat des recettes. Parce que y a une chose que vous précisiez aussi, c'est que dans les arguments qui expliquent ce côté un peu dépassé, malgré finalement les possibilités qu'on a si on cherche un peu, c'est que vous dites, vous entendez souvent, j'ai pas l'ingrédient dans mon frigo. Ça, c'est typiquement moi. Il y a toujours un truc que j'ai pas à la maison. J'ai pas envie de ressortir pour aller le chercher. Donc, je laisse tomber la recette. Il y a ceux qui font les courses tous les jours. Il y a ceux qui doivent jeter les aliments parce qu'ils n'ont pas eu le temps de les préparer alors qu'ils voulaient les constituer, faire une bonne épicerie, comme on dit maintenant chez soi. Bref, il y a toute une série de choses comme ça. Et ce que vous dites, c'est, mais oubliez les recettes. C'est ça que vous réapprenez au fond. Oui, d'abord j'autorise, je donne la permission de travailler sans recette. Je donne aussi la permission d'être créatif. Et la recette, finalement, ce n'est qu'une procédure de quelqu'un qui a une fois fait quelque chose qui marchait et qui s'est dit, tiens, mais je vais pouvoir le transmettre. Mais comme toute transmission, on est autorisé à transgresser ça. Et donc à faire à sa mode. Et finalement, avant, si on revient sur la ferme où on produisait les produits, la recette, elle était en fonction de ce qu'on trouvait.
dans le jardin, ce qu'on avait au garde-manger. Et donc, c'était une occasion de réunir ces aliments, ces produits ensemble. Et pas de se dire, tiens, je vais faire un clafoutis aux cerises, donc il me faut des cerises. Non, il y a des tas d'autres fruits pour faire des clafoutis. Et de pouvoir jongler un petit peu ça, donc réapprendre finalement les bases. Et quand vous dites coach santé, en cuisine santé, aujourd'hui, du côté derrière le vocable cuisine santé, il y a ce côté justement peut-être trop orthorexique. Alors que ce que vous faites finalement, c'est simplement à réapprendre un certain bon sens, à se faire confiance aussi, et effectivement à se donner l'autorisation à ne pas être la cuisinière parfaite qu'on attend de nous, à ne pas reproduire ces recettes qui finalement font partie de cette charge mentale dont vous parliez tout à l'heure. Absolument. Et non seulement on a le droit de ne pas être parfaite, mais en cuisine, on a le droit et parfois même le devoir de rater. Parce que c'est en ratant qu'on s'améliore, c'est en ratant qu'on fait des trouvailles, genre une tarte tatin par exemple, ou on parle encore ce matin. En ratant, on s'améliore. Et ça n'est rarement raté au point de devoir jeter. Non, c'est ça. Parfois, on se dit, ça n'a pas l'air comme la photo, mais c'est bon, ça n'est pas tout à fait ça. Moi, j'aurais pas mis telle épice, je rajouterais plutôt telle autre. Eh ben, parfait, parce que la cuisine, c'est pour votre propre goût. Donc... Alors, je peux pas parler de l'expérience de tout le monde, mais parfois, je me tue à faire un plat. Et quand je dis je me tue, j'y passe du temps. J'ai fait des courses, j'ai été rechercher les ingrédients qui me manquaient. Et je fais à manger, et puis j'ai des grosses déceptions devant moi. Je me demande, c'est bon ? Oui, c'est bon, mais sans plus. Et là, il y a ce côté aussi, est-ce qu'on a besoin d'avoir toujours à faire plaisir aux autres en mangeant ? Et à vouloir recevoir ces compliments. C'est tellement bon, maman, merci. Alors, c'est vrai que quand on est un cuisinier ou une cuisinière, c'est vraiment aussi un acte d'amour. Alors, c'est parfois ça qui est difficile de ne pas entendre ce qu'on voudrait recevoir. C'est vraiment aussi un autre plan que ça se situe. Ouais. Et en même temps, je donne des petites astuces à mes clientes pour ça. Inclure les enfants, leur donner l'autorisation de cuisiner, pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est que de faire quelque chose pour quelqu'un et de voir est-ce que ça te plaît et de sentir ce courant qu'il y a entre la personne qui cuisine et la personne qui mange. Et c'est la meilleure chose à faire. Je pense c'est vraiment un projet de famille. Quand vous parliez de cette charge mentale, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui nous pourrissent un peu la vie dans cette charge mentale liée à la cuisine ? Oui, la cuisine, c'est un projet avec plein de sous-projets. Alors forcément, il y a trouver des idées de plats ou ce que j'appelle un menu, mais qui est simplifié dans la technique que j'apporte, la méthode que j'apporte, on simplifie très fort ça. Et en même temps, il y a les courses, trouver les produits, où est-ce que je vais trouver les bons produits. Mais quand on fait une routine avec... ça roule, je sais ce que je fais, j'ai toujours les mêmes ingrédients dans le frigo en fonction des saisons, etc. La charge mentale, elle s'abaisse d'elle-même par rapport à... c'est les courses, qu'est-ce que je prépare, est-ce que c'est bien ? Une fois que c'est fait, que ça roule, ça va prendre un petit peu de temps au départ, mais comme pour toute habitude, ça libère. En fait. Profitons des vacances. Ces moments où justement on a un peu plus le temps. Oui, et je trouve que c'est vraiment un bon moment aussi pour inclure justement les enfants. Vous aviez cette idée de la transmission, ce besoin de la transmission quand vous avez décidé ce deuxième changement finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, il se satisfait, ce besoin ? Complètement. En fait, oui, et je transmets sous plein de formes différentes. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que ce soit sur les articles du blog ou dans des vidéos sur YouTube ou dans des podcasts maintenant. Et dans des ateliers que j'anime dans ma cuisine ou alors même sur des ateliers en ligne. Donc, j'ai vraiment trouvé la manière de diffuser le message et je travaille beaucoup pour que mon message, justement, soit transporté et atteigne les personnes qui en ont vraiment besoin, qui ont déjà pris cette conscience, en fait, qu'il faut cuisiner d'abord pour soi, pour le plaisir, pour que ça soit bon et pour son énergie et sa santé. Quand vous le dites, ça paraît simple et votre transition paraît simple aussi, mais quels ont été les gros obstacles quand même ?
Les gros obstacles, c'est d'arriver. La première transition, c'est d'arriver à la restauration sans aucune expérience professionnelle. Ça a été à la fois un obstacle et une chance, comme souvent. C'est-à-dire que la chance, c'est que ça m'a permis de ne pas proposer aux clients une grande carte, juste 2 plats du jour, très très petits, etc. L'obstacle, ça a été que je me suis retrouvée handicapée par une inflammation au canal carpien des 2 côtés. Mais ça a été la chance qui m'a permis de me dire « Ah ouais, mais il faut que je travaille moins, il faut que je fasse moins, mais que j'arrive quand même à faire tous mes plats. » Donc ça m'a permis de sortir la méthode que j'enseigne maintenant. Donc, je dirais, en fait, moi, je suis une fille très positive et quand il y a quelque chose qui m'arrive, d'abord, comme tout le monde, je me dis, mais c'est quoi qui me tombe dessus? J'ai quand même pas de chance. Et puis, tout de suite après, je me dis, bon, il doit y avoir quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et donc, voilà. Et ça vient assez naturellement. Je suis assez chanceuse. Répondre à un besoin, c'est souvent faire naître un autre. Il y en a d'autres qui pointent déjà à l'horizon? Le besoin que j'ai maintenant, c'est de me renourrir par rapport à la nourriture ancestrale et d'aller retrouver dans toutes les cultures, parce que je me suis rendu compte que la cuisine, c'est très très simple. Je l'enseigne au début de mes formations. Il n'y a que 7 manières de cuire les aliments, en fait. 7 ou 8, si on compte la friture que je mets un peu à part. Et finalement, ces manières de cuisiner, elles se retrouvent dans le monde entier. Parce que dans le monde entier, on a eu du feu, on a eu des pots, on a eu des fours en terre. Et il n'y a pas 36 manières. Mais suivant les produits locaux, on a transformé ça. Voilà, on a la bouillabaisse à Marseille et ici, on a le waterzooi. Parce que c'est la même chose, c'est des poissons dans du bouillon, mais à la mode belge avec de la crème, parce qu'en Belgique, c'était beaucoup de crème la matière partout. grasse. Et alors avec de l'huile d'olive à Marseille. Et donc, forcément, ça existe dans le monde entier, ce genre de plat. Et ça, j'adore. Donc, j'ai besoin aussi de me renourrir pour pouvoir nourrir les autres. En tout cas, on vous retrouve sur votre site catherine-piette.be pour en savoir plus. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter comme meilleur? De bien manger et de faire bien manger les autres. Ah, et on va faire ça avec beaucoup de plaisir aujourd'hui et dans les jours à venir. Merci beaucoup, Catherine Piette, d'être venue dans notre émission. Merci. Belle suite à vous, évidemment. Merci beaucoup.